maintenant vous montrer comment j'effectue la programmation de la dernière pièce de notre projet de la table basse, c'est-à-dire la patte en croix inférieure. Donc, vous ouvrez le projet et vous constatez que vous ne voyez qu'une croix. Si vous affichez la transparence, vous allez voir qu'à l'intérieur, nous avons le pied en croix qui est positionné dans un cube capable. Donc, en vue de face, on voit bien que j'ai de l'excédent de matière des deux côtés en Z, donc sur le dessus et le dessous. On arrive aussi à déceler des cercles en vert ici. Donc, c'est des perçages que j'ai déjà positionnés. Je vous les positionne pour qu'on puisse s'assurer que les trous que nous allons effectuer à partir de ces perçages-ci soient bien positionnés. Il ne faut donc pas les déplacer. Vous les laissez en place, vous allez voir, on va s'en servir très bientôt. Je vais commencer le travail simplement en créant mes 3 groupes machines parce qu'on effectue un usinage recto-verso et je vais les nommer. Donc le premier groupe sera gabarit, le deuxième groupe recto et le dernier verso, tel qu'à notre habitude. Mon gabarit, je vous fournis les dimensions d'un gabarit en mélamine 5/8 d'une hauteur de 16 pouces et d'une longueur de 48 pouces. Ce sera les dimensions de notre pièce capable pour le gabarit seulement. Je suis prêt à configurer mon brut. Donc je prends les 2 coins que j'ai préalablement dessinés et j'ajoute manuellement l'épaisseur de 0.625 de mon gabarit. Je décoche attribuer numéro d'outil séquentiel et je configure la bibliothèque d'outils. Vous prenez la plus récente, bien sûr. Jusqu'à là, c'est des choses qu'on a fait souvent. J'ai terminé de configurer mon brut. Donc, comme à l'habitude, je vais commencer par une poche. Pour ce faire, je dois tracer le filaire qui m'est nécessaire pour la poche. Donc, je n'ai besoin que du cube capable ici. Je vais tracer une courbe sur toutes les arêtes. Sur la face inférieure, comme la pièce capable est déjà tracée, ça sera facile pour vous. Et là, en vue de dessus, je vais faire, comme à l'habitude, mon décalage de chaîne en incluant ma surdimension de 0.005, qui est mon jeu fonctionnel dans mes assemblages. Et c'est à partir de ça que je pourrai programmer la poche pour mon gabarit. Donc, je commence par faire des congés en chaîne. Comme à l'habitude, je vais faire un congé sur l'ensemble de ma chaîne en garde avec les mêmes valeurs que ce que je prends habituellement. 0.3 pour le rayon, 0.1 pour la garde. Et là, on constate que je vais avoir une garde aussi dans les coins. Et j'en veux pas de cette garde-là. Si j'usine ma poche de cette façon-ci, je ne pourrai pas rentrer ma pièce. On va le corriger juste après. Donc, je commence par faire la garde. Ensuite, je refais un congé, mais entre entités cette fois. Et je vais appliquer un rayon dans les coins. J'applique un rayon dans les coins d'1 pouce. Pourquoi? Premièrement, parce que je veux me débarrasser de la garde que j'ai fait, mais principalement parce que dans les coins, si vous observez bien la pièce capable que je vous ai fournie, c'est une pièce à mi-bois qui a été collée et il y a un peu de débordement de colle dans les coins que je n'ai pas pris la peine de nettoyer. Donc en faisant un rayon dans les coins, je m'assure d'avoir un dégagement si jamais il y a un peu de colle pour que la pièce rentre directement dans la poche sans qu'on ait à nettoyer la colle à la main. Donc ça me permet en même temps d'éliminer ces 4 rayons-là. Et vous devriez avoir une poche qui ressemble à ceci pour vous assurer que la pièce capable rentre bien à l'intérieur. Donc, mon filaire est dessiné. J'affiche tout à nouveau et je suis capable de commencer la programmation. Je commence donc par la poche. Comme à notre habitude, je peux programmer la poche avec un outil descendant de demi, le numéro 11. Prend des paramètres auxquels on est habitué. 45% de pas d'usinage, spirale parallèle, 10 degrés d'entrée. Dans mes paramètres de transition, je mets tout en absolu comme à l'habitude. Mon épaisseur de pièce capable à 0.625. J'ajoute ces valeurs-ci à plan de garde et plan de retrait. Et ma profondeur, eh bien, je vais aller m'ancrer où j'ai placé mon dessin. Donc ici, je suis présentement à 0.375. Donc j'ai fait une poche un peu plus profonde qu'à mon habitude. Je vais changer ces valeurs-ci, elles ne m'intéressent pas. Je vais laisser la poche à 0.5 et je vais faire une translation de tout ce que j'ai dessiné pour être certain d'avoir une poche le moins profond possible. Je veux quand même qu'il y ait assez d'épaisseur de matière dans la mélamine pour que je n'ai pas de difficulté à visser ma pièce. Donc, je valide ces valeurs-là et je vais préparer tout de suite ma translation. Je sais que je dois monter
l'ensemble de ma pièce de 1/8 de pouce, donc de 0,625 en fonction déplacée. Et normalement, si je revalide ma profondeur, je serai maintenant bien à 0,5. C'est parfait. Donc, dans mon gabarit, j'ai une poche, mais comme je vous ai également fourni des perçages, je veux qu'on perce dans le gabarit cette fois. On ne l'a pas fait pour les fois précédentes parce qu'on avait suffisamment de matière pour percer un peu n'importe où, mais pour ce projet-ci, pour cette pièce-ci, c'est-à-dire, les perçages vont nous servir d'alignement. Donc, on va ébaucher l'ensemble de notre pièce capable dans la première face et les trous qu'on va effectuer vont nous servir d'alignement lorsqu'on va retourner notre pièce. Donc, si je les perce à la main, bien sûr, je n'aurai pas de référence très bonne. Donc, je vais percer dans mon gabarit directement. Dans usinage, je vais faire un perçage. Et là, je ne vois pas très bien ce qui se passe ici. Donc, je vais aller dans les couches et je vais cacher mon cube capable. Voilà, pour mieux voir. Maintenant, je vais poursuivre mon perçage. Dans les géométries, je vais sélectionner l'ensemble de mes points. Et voilà, j'ai mes 8 perçages. Je peux programmer mon parcours d'outils. Nous allons prendre une mèche 1.8, donc l'outil numéro 20. Je réinitialise les vitesses. Vous programmerez les vitesses par rapport à la charte du document Excel que je vous aurai fourni. On va en débourrage. Et on est toujours en absolu. Partout. Donc le dessus du brut, 0.625. J'ajoute cette valeur-ci au plan de retrait. Et ma profondeur, je vais laisser 1. Je ne ferai pas de correction de bout. J'aime mieux pas percer dans le martyre. De toute façon, on va devoir percer à la main pour visser notre vis. Donc, on le finira manuellement. C'est parfait comme ça. J'ai maintenant les 2 parcours d'outils. Je peux enfin simuler mes opérations pour le gabarit. Prenons la peine de valider. La poche et les perçages. Génial. Je suis content avec ça. Donc, j'ai fini de programmer le gabarit. Je peux maintenant réduire le groupe machine en entier pour poursuivre la programmation de ce projet. Je peux maintenant entamer la programmation de mon recto. Alors, pour ce faire, je vais commencer par afficher à nouveau mon cube capable. J'en ai besoin pour configurer mon brut. Comme la forme de mon brut est plutôt anormale, je vais me servir de ce solide-ci pour configurer mon brut. Il est déjà modélisé, je vais en profiter. Donc, je continue de configurer la machine telle qu'à notre habitude, les outils séquentiels, la bibliothèque d'outils. C'est terminé. Maintenant, je vais gérer un peu mes couches, donc mes calques. Comme à mon habitude, j'aime bien créer une couche gabarit. Je vais déplacer tout ce qui concerne le gabarit dans ce calque. Je ne déplacerai pas les perçages parce que j'en ai besoin pour une autre opération, vous allez voir plus tard. C'est donc pour cette raison que j'ai aussi un calque que j'ai appelé perçage. Donc je peux commencer à programmer, mais avant tout, je dois tracer le filaire qu'il me reste à tracer. Je dois faire une frontière silhouette sur mon solide et pour cette fois-ci, pour ce projet-ci, je vais utiliser le filaire de mon cube capable pour faire mon surfaçage. Donc je vais surfacer l'ensemble de ma pièce. Vous aurez constaté que c'est une pièce dans laquelle je n'ai pas modélisé de pont. Il n'y aura pas de pont, donc dans ce cas-là, on peut ébaucher l'ensemble de notre pièce capable. Et on va d'ailleurs le faire parce que notre pièce étant plutôt haute, elle fait présentement 3 pouces finis, donc un peu plus avec la pièce brute. Il nous faudra ébaucher la pièce en entier, autrement le couteau ne passera pas plus tard, vous comprendrez lorsqu'on fera le verso. Donc je vais tracer le filaire sur le dessus de mon cube capable et je vais me servir de ce filaire-ci pour programmer mon parcours surfaçage. Maintenant que j'ai tracé le filaire, je peux cacher le cube capable. Je vais garder ce filaire-ci. Enfin, je peux me tracer une frontière silhouette. Je vais me mettre à 5 pouces dans les airs en Z, tracer ma frontière silhouette sur l'ensemble du solide et valider la fonction. J'ai maintenant ma silhouette. C'est parfait. J'ai tout le filaire qu'il me faut pour programmer le recto. Donc, dans les parcours d'outils, je vais commencer par programmer mon surfaçage. Donc, je vais prendre cette chaîne-ci pour faire le surfaçage. L'outil, je prendrai le numéro 11, mais vous pouvez prendre le 17, c'est encore mieux. Dans les paramètres de coupe, comme on a une forme un peu impropre qui n'est pas rectangulaire, j'aime mieux utiliser la fonction dynamique. Vous allez voir, c'est un peu plus rapide à la machine. Pour les profondeurs de passe, je sais que je ne retire pas suffisamment de matière pour l'activer.
Dans les paramètres de transition, je vais toujours en absolu. Le dessus de mon brut sera là où j'ai tracé mon filaire. Donc, j'ajoute cette valeur-ci au plan de garde et au plan de retrait, comme l'habitude. Et la profondeur, maintenant, je vais profiter du fait que ma pièce a une surface bien plate. Donc, si je me mets en vue de face, vous allez voir que le bas de ma patte est vraiment plat. Donc, je vais profiter du fait que j'ai une surface de référence bien droite avec ma pièce en ce moment pour effectuer mon surfaçage jusqu'à cette surface. Donc, je vais aller m'ancrer à un endroit bien clair. Je vais afficher les contours pour être certain de m'ancrer à une bonne place et je vais aller m'ancrer sur le dessus à une zone où il y a un plot bien défini. Donc, j'arrive à cette valeur-ci. Je vais avoir un surfaçage qui va créer le plat de ma patte. Donc, je n'aurai pas à le faire avec des opérations plus tard. Puis, ça me créera une belle surface de référence pour faire la rotation de ma pièce rendue au verso. Donc, le surfaçage, c'est fait. Quelque chose de très bien ici, c'est bon. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait avoir besoin des perçages. On va s'en servir maintenant. Donc, je vais utiliser les perçages que j'avais plus tôt. Donc, je pourrais même copier mon parcours de débourrage. Je vais maintenant le faire. Je vais faire copier avant et ça sera ma première opération. J'ai donc les mêmes géométries. La majorité des paramètres sont bons. Évidemment, la profondeur ne sera pas la même. Sinon, je n'arriverai pas à percer avec autant d'épaisseur de pièces. Donc, je vais aller changer les paramètres de transition. Je commence par configurer le dessus de mon brut avec cette valeur-ci. Ensuite, la profondeur. Je vais indiquer le haut de ma patte parce que je veux faire un calcul pas très complexe. Donc, à partir du haut de ma patte, je veux rentrer de 3/4 de pouce dans ma patte. Donc, j'ai des vis d'1 pouce et quart de long. J'ai une poche d'1 demi-pouce de profond dans ma mélamine. Mes vis vont donc déborder dans ma matière, donc dans ma patte, de 3/4 de pouce en faisant un perçage de 3/4 de pouce de profond. J'ai l'espace pour percer, visser et m'assurer que les vis rentrent bien dans la matière. Donc, avec 3/4 de pouce de profondeur à partir du dessus de ma patte, je trouve que c'est très, très bien. Je change aussi la valeur de mon plan de retrait, donc le dessus de mon brut plus un demi-pouce. C'est super. Donc, si je me mets en vue de face, j'observe bien que mes perçages, on les voit. Donc, mes perçages ne défonceront pas ma patte et c'est ce qui est important. Donc, vous voyez, j'aurais pu aller encore un peu plus creux. Je vais rester avec cette valeur-ci parce que c'est amplement suffisant pour la longueur de vis qu'on va utiliser. S'il le faut, on pourrait percer un peu plus loin si on avait des vis, par exemple, d'1,5 pouce. Il y aurait plein de moyens d'arriver à nos fins. L'important, c'est de s'assurer qu'on ne s'approche pas trop de la surface de notre patte pour pas, bien sûr, percer au travers et avoir une belle surprise rendue à la fin de l'usinage de notre verso. Donc, pour moi, c'est bon. J'ai programmé en bonne partie ce qu'il me fallait pour préparer l'ébauche. Donc, un débourrage que je ferai avant le surfaçage, simplement parce que j'aurai déjà la mèche dans ma broche, parce que ça sera la dernière opération que j'aurai faite pour mon gabarit. Et ensuite, le surfaçage. Donc, à partir de ça, je peux commencer directement mon OptiRough. Donc, vous pourrez, si vous voulez, importer un parcours d'outils que vous avez déjà programmé, un OptiRough qui est déjà fonctionnel. Vous allez avoir la majorité des paramètres préprogrammés. Moi, je le refais pour vous le montrer. Donc, on part à 0. Je mets ma surépaisseur d'1/8 de pouce. Je choisis mes solides. Et dans contrôle de parcours, je vais prendre ma chaîne frontière. Maintenant, ce sera différent de la majorité des pièces qu'on a programmées dernièrement. La chaîne frontière que je prendrai, ce sera le cube capable et non la silhouette. Je ne veux pas prendre la silhouette maintenant. Je vais ébaucher l'ensemble du cube capable. Vous constaterez que dans la pièce que j'ai à l'écran en ce moment, je n'ai pas modélisé de pont. Et c'est voulu. Je vous l'ai dit plus tôt, donc je vais utiliser les perçages comme référencement et je n'aurai pas besoin de pont. La pièce ne flottera pas dans le vide. Elle sera déposée sur le bas de la patte pour le verso, donc j'aurai une belle référence. La pièce se tiendra seule. Je n'aurai pas besoin de pont. Pour plusieurs raisons, je vais ébaucher le cube capable en entier, principalement parce que la pièce étant très haute, je veux m'assurer que mes parcours d'outils passent bien partout, qu'il n'y ait pas de collision possible avec le restant du cube capable. Donc, ça ne sera pas flagrant pour le recto, mais pour le verso, vous allez voir qu'on n'aura pas le choix de faire ça. Autrement, il y aura clairement des collisions. Donc, je prends le cube capable en entier pour la silhouette, seulement pour le petit rough, et je valide. Je me mets en compensation extérieure, mon décalage comme à l'habitude et la valeur de ma surépaisseur en géométrie plus ma valeur de décalage. Et c'est bien pour ça. L'outil, je prends le 11, mais vous pourriez prendre le 17 s'il est disponible, c'est encore mieux.
Dans les paramètres de coupe, je mets une distance d'usinage de 45% du diamètre de l'outil. Mon pas en Z reste 100%. J'active pas en Z+, je le mets à 25%. Ça me donne des très bons paramètres. Si vous avez l'outil numéro 17, vous pourriez être plus agressif et mettre 95% du diamètre de l'outil. Comme je programme avec le 11, je mettrai 45. Ensuite, vertical horizontal, j'active les deux fonctions, comme à mon habitude pour les ébauches. Donc pour l'OptiRough, ma profondeur minimum, comme j'ai déjà surfacé, je vais aller m'ancrer à l'endroit où je sais que j'ai surfacé, donc sur le dessus de ma patte, le plat de ma patte. Comme j'ai surfacé et je sais que je n'aurai pas de matière plus haut que ça, je ne commencerai pas exactement au-dessus de mon brut, je vais aller plus bas, on va sauver un peu de temps. Pour la profondeur maximum maintenant, normalement, on irait avec la valeur que j'ai ici de la hauteur de mon cube capable, le tout divisé par 2, moins le rayon de mon outil, moins 0,01. Normalement, ça serait ce que je ferais. En faisant ça, je m'assure d'usiner plus de la moitié de ma pièce capable et c'est parfait. Je sais qu'au recto verso, ça fonctionnerait normalement. Par contre, si vous observez et que vous calculez, en ce moment, je retire plus de 2 pouces, donc pratiquement 2 pouces 1/16 de matière. C'est beaucoup. C'est pas un problème, là. Mon parcours va faire des profondeurs de passe. Cependant, il faut s'assurer que la longueur d'outil que j'ai sera suffisante pour enlever cette valeur-ci. Donc, il faudrait aller prendre la peine d'aller, par exemple, au magasin, si vous n'êtes pas certain de la longueur d'outil, et demander de voir un outil, de le mesurer au vernier et de valider la longueur de coupe de ce couteau-ci pour que j'ai au moins le débordement suffisant pour m'assurer que le collet ne touche pas à ma pièce. Donc, normalement, si je retire 2 pouces 1/16, je me laisserai minimum 2 pouces 1/4 de longueur totale sortie du collet, idéalement 2 pouces et demi, c'est encore mieux. Prenez juste un outil qui a au moins une bonne longueur, autrement, il pourrait avoir des collisions, puis ça scraperait carrément votre pièce, ou même pire. Donc là, pour l'instant, le numéro 11, je ne sais pas si j'ai assez de longueur. Je vais y aller comme ça. Je sais que le 17 fonctionnerait. Si le 11 ne fonctionne pas, on trouvera des alternatives en classe. Notamment le numéro 13 qui, si je ne m'abuse, est un peu plus long que le 11. Bref, assurez-vous de programmer ça et lorsque vous sélectionnerez votre outil, ce sera essentiel de prendre un outil qui est suffisamment long, comme on a présentement une très grande pièce. Donc, dans les paramètres de transition, mon plan de sécurité sera à 4 pouces. Je désactive mes entrées-sorties, j'en ai pas besoin. Puis, normalement, les micros remontés, je les ai paramétrés pour les dernières fois. Dans ce cas-ci, comme j'ébauche l'ensemble de mon cube capable, les micros remontés entreront jamais en conflit avec absolument rien. Parce que j'aurai ébauché l'ensemble de ma pièce, puis à aucun moment, il y a une micro remontée qui va rentrer dans ma pièce, dans ma patte finale. Donc, je ne les programmerai pas pour cette pièce-là, puis vous verrez, il n'y aura pas de collision, ça va être très bien. La dernière chose que je fais, c'est les mouvements d'entrée. Je mets un petit 10 degrés plutôt qu'un 2 degrés. Je trouve que ça va plus vite, mais ce n'est pas essentiel. Donc, si je regarde ce que ça donne, on laisse calculer bien sûr. Ça me donne une ébauche complète du bloc. C'est parfait, ça me semble bien. Je n'ébauche pas le dessus des pattes, mais ça c'est normal. Je suis confiant avec ça. Je pense que je peux poursuivre pour le reste de la programmation de cette pièce. Donc, je suis prêt à programmer mon premier parcours de finition. Je vais cacher mon OptiRough et je vais prendre encore une fois un crête. Et je vais programmer ce parcours comme étant ma finition. Donc, une surépaisseur de 0, donc absolument aucune surépaisseur. Je choisis mon solide, sélection par fenêtre, c'est fini. Contrôle de parcours. Cette fois-ci, je prends la silhouette de ma pièce et non du cube capable. Je me mets en décalage limité, je mets point de contact, je me mets à l'extérieur et j'ajoute une légère surépaisseur, donc la distance de dépassement qu'on prend habituellement en programmation. Pour mon outil, je dois prendre l'outil 35. Absolument pas le 34 pour les mêmes raisons que j'ai nommées tantôt. Le 34 sera trop court et il faut prendre le 35. Le 35, on a une longueur de 2 pouces et 1 8. Je sais que dans la réalité, on va le sortir environ à 2 pouces et demi de longueur. Donc, il est parfait pour ce projet. Ensuite, dans les paramètres de coupe, comme c'est ma finition, je vais laisser 1/10 du rayon de l'outil. Dans vertical horizontal, je vais faire ma profondeur minimum et je vais mettre la même valeur que j'avais tantôt qui était de 1,55 environ. Ça va être très bien. Dans mes paramètres de transition, je mets mon plan de retrait à 4. Je retire les entrées-sorties partout. Je n'en veux pas. Et je peux faire le calcul de mon parcours d'outils. Donc, je vais laisser calculer. Voilà. Donc,
Ici, bon, ça me semble bien. Je vois bien que je peux pas aller jusqu'au fond, mais la longueur, je pense que c'est la seule longueur que je peux vraiment programmer. Ici, j'usine pour rien en réalité, parce qu'on se souvient, j'ai surfacé à cette zone-là, donc je pourrais ne pas faire cette zone-là aussi. Je vois aussi qu'ici, j'usine pour rien dans une bonne section. On pourrait travailler là-dessus pour retirer pas mal de passes dans le vide. Il faudrait que je me rende au moins jusqu'à là. Puis en réalité, le plus bas je me rends ici, le mieux ce sera. Donc j'ai toute cette zone-là qui est un peu superflue, mais sincèrement, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Ça deviendrait très compliqué de programmer quelque chose qui ferait en sorte qu'on puisse vraiment limiter la surface, en tout cas avec des parcours crêtes. Il y a des parcours hybrides là, qui fonctionneraient, mais on sait qu'à la machine, c'est plus long. Donc, on va y aller comme ça. Sincèrement, j'ai calculé, c'est pas beaucoup plus long à la machine. Donc, je préfère le laisser tel quel. Par contre, je vais retirer la surface supérieure que je ne veux pas qu'il usine. Donc, dans vertical horizontal, je vais activer profondeur minimum. Je vais faire cette fois détecter les limites. Donc, je vois que la valeur du dessus de ma pièce est de 3,625. Je vais réduire un tout petit peu cette valeur-là. Je vais arrondir à la baisse en mettant 3,62. Normalement, ça devrait exclure le haut de ma patte. Puis on va le voir à l'instant si ça fonctionne. Génial. Bon, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je mets complètement le haut de ma patte que j'ai déjà surfacé dans tous les cas. Ça me permet de sauver un peu de temps, mais ça me permet surtout de garder une belle surface de référence que j'ai créée à mon surfaçage, de ne pas venir altérer cette surface-là pour rien. Puis en même temps, c'est un petit peu d'optimisation. Donc, ça me semble bon. Je vais copier mon parcours de finition pour faire ma préfinition. Comme à notre habitude, on n'a que 3 valeurs à changer. Donc, on va dans les paramètres de coupe. On met un pas d'usinage grossier de 0,25. On met une surépaisseur d'1,16 dans les parois et dans les fonds. Et dans le contrôle de parcours, j'ajoute également ma surépaisseur d'1,16 dans ces valeurs-ci. Et ça me fait une ébauche qui est plutôt raisonnable. Moi, je suis très content avec ça. Techniquement, j'aurais terminé la programmation de cette pièce. On peut maintenant aller la simuler. J'active les conditions de stop avec les changements d'opération. La boucle de couleur est activée. Je peux y aller. Donc, j'ai les premiers perçages. C'est bon. J'ai le surfaçage. C'est très bien aussi. J'ai l'ébauche. Bon, ça ressemble bien à ce que je souhaite. Pas de collision. Et ma préfinition, je baissais la vitesse simplement pour voir où mon outil démarre. Il démarre sur le haut de ma patte. C'est parfait. Je voudrais éviter à tout prix que l'outil démarre, par exemple, en plongeant en bas en premier et en voulant remonter. Si mon outil faisait ça, bien sûr, j'aurais beaucoup de retrait de matière d'un coup, j'aurais des vibrations, je pourrais même briser l'outil ou j'aurais minimalement des brûlures. Donc, je vais éviter ça à tout prix. Je vois qu'il débute sur le haut de ma patte. Ensuite, il commence au milieu, mais c'est toujours vers le haut de la pièce. Donc, si j'avance un petit peu en vitesse, il fait le haut de chaque patte. Il transporte jusqu'à la fin. Donc, il fait des profondeurs de passe. C'est parfait. Et comme j'ai dédoublé mon parcours, je sais qu'à la finition, ça va faire la même chose. Je peux avancer les vitesses sur les 4 bouts des 4 pattes, c'est parfait. Et ensuite, il descend progressivement. C'est bien ce que je souhaite. Donc, je sais qu'il n'y aura pas de collision, j'en vois aucune. Je sais qu'il n'y aura pas de trop de matière retirée d'un coup. Je suis vraiment content de ce résultat-là. J'ai ma surface plate, j'ai les perçages d'alignement. Donc, mon recto est terminé comme ça. Je vais maintenant juste me mettre en position. Je vais sauvegarder. Et on peut poursuivre. Donc, je vais cacher mes parcours d'outils et je viens de réaliser que je n'ai pas généré mon STL. Donc, je vais retourner pour le faire. Donc, je vais désactiver condition stop simplement pour que ça aille plus rapidement. Pour me rendre à la fin de la simulation, je vais passer jusqu'à la fin. Ça se calcule beaucoup plus rapidement comme ça. Je peux maintenant générer le STL qui me servira pour le verso. Donc, enregistrer le brut sur mon bureau. Je laisse calculer. On voit en bas à gauche que ça calcule. C'est terminé. Je peux maintenant l'importer, donc fichier ajouter. Puis mi bois, je vais le chercher, je l'importe en place. C'est bien le bon. Tout est en place pour que je puisse commencer à programmer ma pièce. Donc, en premier de tout, je vais copier les parcours d'outils que je sais qui me seront nécessaires. Donc, je vais reprendre le surfaçage, je vais inclure le petit rough et mes 2 crêtes. Je sais que j'en aurai besoin, donc je vais les copier dans le groupe de parcours d'outils 3. Ils me disent qu'il y a des outils existants, oui.
Encore. Super. Je peux rabaisser mon recto et démarrer la programmation. Alors, je vais mettre en vue isométrique, juste pour mieux voir. Donc, après avoir copié mes parcours, je vais aller cacher mon STL. Je vais commencer à programmer mon surfaçage. Je change la chaîne pour prendre la chaîne qui est dans le calque du verso. Je vais dans les paramètres et je change les paramètres de transition. Donc, le dessus du brut est rendu la valeur de mon précédent surfaçage et la profondeur de ce surfaçage-ci sera le haut de ma pièce, comme ceci. Donc, je valide et j'ai un surfaçage plutôt bien. Pour mon OptiRough, je n'ai pas grand-chose à changer. Je vais d'abord changer mes géométries. Donc, je vais faire clic droit, désélectionner les entités. Je vais sélectionner les nouvelles entités avec une sélection par fenêtre. Dans contrôle de parcours, je vais encore changer la chaîne frontière pour le nouveau ici. Dans vertical horizontal, donc je sais que ma profondeur minimum, je vais la commencer sur le haut de ma pièce. Puis, donc j'étais à 3.5. Puis là, le calcul est de la même façon que l'autre fois. Donc, 3.5 divisé par 2, moins 0.25, moins 0.01. J'arrive à 1.49. Ça me donne une bonne profondeur. Dans les paramètres de transition, je n'ai rien à changer. Tout est beau. Et là, si je laisse calculer, j'arrive ici à un OptiRough qui me semble plutôt bien. J'ai l'impression par contre qu'ici, je vais peut-être ébaucher pour rien. Donc, si je viens afficher mon STL, ah oui, clairement ici, je vais ébaucher pour rien. Donc, je pourrais, si vous voulez, là, faire en sorte que ma programmation soit un peu plus optimisée. Donc, ce que vous allez voir à partir de maintenant, ça va être du bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourriez laisser les paramètres tels quels et ça serait très bon. Mais je vais quand même le faire pour ceux qui seraient intéressés à comprendre comment optimiser ce type de parcours. Donc, mon OptiRough, je vais le dédoubler. Je vais faire copier après. Mon premier OptiRough, je vais changer le vertical horizontal pour que ma profondeur maximum soit maintenant le bas du cube capable. Et c'est à partir de celui-ci que je vais ébaucher seulement la forme du cube capable. Donc lui, je peux le valider. Pour l'autre, je dois aller changer dans les verticales horizontales le début, donc ma profondeur minimum comme étant là où j'ai fini l'autre, donc ici, et la profondeur maximum va rester la même. Par contre, je vais changer la chaîne frontière dans le contrôle de parcours pour mettre le profil de ma pièce, parce que c'est ça qui me resterait à ébaucher pour le reste. Donc, si je valide, donc pour le premier OptiRough, je vais ébaucher seulement ici, donc là où il va me rester de la matière, incluant le surfaçage, donc ça me fait des passes qui ont du sens. Pour le deuxième OptiRough, donc je vais commencer où j'ai déjà fini le premier ébauche, ébaucher seulement à la zone où il me reste de la matière. Donc dans le bout des pattes, c'est parfait comme ça. Par contre, vous pourriez laisser les paramètres comme j'ai fait avant le bonus. Ça serait très bien aussi. Donc, je peux cacher mon STL. J'ai terminé l'ébauche qui va me gêner plus qu'autre chose. J'aurais terminé à peu près tous les parcours d'outils qui me sont nécessaires avec l'outil numéro 11. Il y a une dernière chose qu'on doit faire ici. Comme le bas de ma mortaise est bien droite, si je l'usine directement avec un couteau sphérique dans mes parcours de finition, je n'aurai pas le fond de la mortaise bien propre. Donc, je vais me rajouter un simple contour 2D. Je vais commencer ici. Je vais aller dans l'autre sens. Parfait. Mon outil, ce sera toujours le 11. Je veux activer les profondeurs de passe, donc de 0,25. Je vais mettre passe multiple juste parce que je veux être certain que la finition soit bien propre. Donc, ça me fait comme une finition de contour. Paramètres de transition, je mets tout en absolu. Le dessus de mon brut, c'est le dessus de ma pièce que j'aurais préalablement surfacé. Donc, je vais commencer à partir de cette valeur-ci, que j'ajoute dans mon plan de garde et dans mon plan de retrait. Et la profondeur, c'est le fond de la mortaise ici. C'est parfait comme ça. Donc, j'ai plusieurs contours avec des profondeurs de passe, un ébauche, une finition. Ça va être propre, c'est parfait. Je ne vais pas le mettre en premier, je vais le mettre après le dernier OptiRough, m'assurer d'avoir tout ébauché préalablement. Et vous avez l'ensemble des parcours qui sont nécessaires avec le couteau numéro 11. Donc, vous pourriez faire également le contournage avec le couteau numéro 17. Comme la mortaise ne sera pas visible, le contour est assez propre avec cet outil-là. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil pour faire ce parcours-là. Super, je suis prêt à programmer ma finition maintenant. Donc, je vais commencer par ma finition. Tout est déjà préprogrammé. Je n'ai qu'à changer mes géométries. Donc, sélection par fenêtre, je prends tout. Contrôle de parcours, je vais changer, prendre la nouvelle chaîne.
Et les verticales horizontales, donc je sais que je commence à 3.5. Ici, j'étais à 3.5 divisé par 2, moins 0,25, moins 0,01. J'arrive à 1.49. Je vais copier cette valeur-là. Mes paramètres de transition sont déjà bien programmés. J'ai rien à changer. J'ai appliqué ces valeurs-là pour la préfinition. Donc 3.5, 1.49. Je vais changer mes géométries. Ligne droite désélectionnée. Sélection par fenêtre. Contrôle de parcours. Celle-ci maintenant. Génial. Très bien. Donc, si j'observe ma finition, ça semble beau, mais clairement, je n'usinerai pas le bout de mes pattes ici. Donc, je ne vais pas assez creux. Par contre, je ne peux pas aller plus creux. La longueur de mon outil est probablement pas suffisante. Si je retourne dans mes paramètres de verticale horizontale, j'enlève 2 pouces déjà, un peu plus de 2 pouces au total. Donc, la longueur de mon outil, si je vais voir dans mes paramètres, est de 2 et 1,8. Je suis vraiment serré, donc je ne vais pas changer ces valeurs-là. Si je les changeais, bien ici, je serais en collision probablement avec le dessus de ma pièce. Donc, je vais devoir penser différemment. Sur l'extrémité de ma patte, j'ai calculé que la longueur entre le haut de ma pièce et le bas de ma patte est suffisante pour avoir un dégagement pour ma broche, pour la partie de l'aspiration de ma broche, mais pas au niveau du milieu de la patte. Donc, je n'ai pas le choix que de tricher et de faire une petite manipulation avec mes parcours d'outils. Donc, je vous montre ce que je vais faire. Je vais copier les 2 parcours de finition, faire une copie après et changer un petit peu les paramètres. Donc, dans ma finition, je vais commencer par jouer avec mes paramètres de verticale horizontale. Donc, je vais commencer un peu plus haut de où j'ai terminé l'autre parcours et je vais devoir aller plus bas, bien sûr. Donc, je vais pouvoir aller ici. Je vais viser un endroit qui est environ le milieu de ma patte et je vais retirer comme à l'habitude. Donc, moins le rayon de l'outil, moins 0.01. Je vais copier cette valeur. Je vais devoir jouer avec les contrôles de parcours. Donc, pour m'assurer de ne pas déborder, je vais retirer tout le décalage. Donc, je vais rester à l'extérieur, mais je vais retirer la valeur de rayon de l'outil et je vais mettre la valeur de débordement, la valeur de décalage à 0. Ici, j'observe ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, je n'usine pas sur les parois verticales. Donc, je n'usine pas ici parce que c'est une paroi parfaitement perpendiculaire au fond de ma pièce. Non plus ici, donc c'est parfait. Ça m'assure ici d'avoir un dégagement entre le haut de ma pièce et le bas de ma patte. Je sais que ça passe, je l'ai testé à la machine déjà. Et je peux finir l'usinage. Donc, je vais copier les mêmes valeurs pour la préfinition. Je décoche, inclure le rayon de l'outil. Je mets mon débordement à 0. Dans verticale horizontale, je commence à 1.5. Je fais un CTRL-V de ce que j'avais copié préalablement. Et j'ai ma préfinition, exactement où ma finition sera. Donc, j'en ai pas ici, mais je sais que j'ai préalablement ébauché. C'est vraiment ici qu'il me manque une préfinition. Donc, avec tout ce que j'ai, normalement, le résultat de ma patte sera très propre. Donc, ça me fait beaucoup de parcours d'outils, mais ça devrait donner un très beau résultat. Je peux aller simuler, m'assurer que conditions de stop et boucles de couleur sont bien cochées. C'est bien le cas. Donc, je commence par un surfaçage, ensuite l'ébauche. Donc, la première ébauche qui fait seulement le haut du restant de mon cube capable. Ensuite, la deuxième ébauche qui fait seulement le profil de ma pièce. Génial. Enfin, mon contour au centre, donc la mortaise. Ensuite, ma préfinition du haut de la patte, ma finition du haut de la patte, ma préfinition des bouts, ma finition des bouts. C'est terminé. Donc, comme ça, l'ensemble de ma patte est bien usiné, bien paramétré. Je suis prêt à poursuivre. Donc, c'est un usinage qui me sera pour moi très, très bon, très fonctionnel. Je suis content avec ça. On peut dire qu'on a terminé. Puis, je ne vois pas de collision. Donc, l'avantage de la simulation en ce moment avec le porte-outil d'afficher, c'est que s'il y avait une collision, eh bien, je la verrais. Je verrais du rouge ici ou à quelque part proche au moins. Donc là, je suis quand même bien rassuré. Il faudra toujours être bien prudent lors de l'usinage. Surtout s'assurer que la longueur d'outil est bonne, parce que ça ne veut pas dire que la longueur d'outil dans la simulation sera la même que dans la vraie vie. Donc, on prend la peine de vérifier ces paramètres-là et l'usinage, même sur une pièce de 3 pouces de haut, se fera très bien. Et c'est terminé pour cette pièce.